Eh bien voilà, vous m'entendez, mais vous ne me voyez pas. Je m'appelle Olivier de Zutter. Je dirige le collectif de recherche sur la continuité des apprentissages en lecture, en écriture, le centre de recherche sur l'enseignement et l'apprentissage. Et je vous souhaite la bienvenue à cette conférence midi de notre cycle de conférences. Vous ne me voyez pas parce que je suis trop timide pour celles et ceux qui me connaissent, mais parce que je me connecte depuis une école primaire de Granby dans laquelle on est occupé de collaborer pour une recherche et sans doute par souci de protection, le réseau ici ne permet pas de se connecter avec la caméra. Je vous entends, moi je vous vois, mais vous ne me verrez pas. C'est une école dans laquelle Magali, en fait, pourrait trouver beaucoup de plaisir à se trouver et trouver une résonance avec ses propres recherches, puisque c'est une des écoles à Granby qui accueille le plus haut taux d'élèves migrants allophones là, pour la ville de Granby et qui a aussi plusieurs classes d'accueil qui assurent la francisation des élèves migrants. Euh, alors, c'est un grand plaisir pour moi donc d'introduire cette conférence de notre nouvelle collègue. On est très heureux d'avoir une nouvelle collègue à la faculté d'éducation comme professeure au département d'enseignement préscolaire et primaire, la professeure Magali Forte. Magali qui a fait ses études de doctorat à l'université Simon Fraser en Colombie-Britannique, une équipe avec laquelle on a des collaborations déjà depuis un certain nombre d'années. Donc, on est ravi d'encore pouvoir, grâce aussi à Magali, renforcer cette collaboration avec nos collègues de l'Ouest. Et donc, Magali a une expérience comme enseignante au primaire et au secondaire sur 2 continents. Ça me rappelle quelque chose. Donc, dans son cas, à la fois en France et au Canada. Magali a fait sa thèse et puis une grande partie de ses recherches sur la question des identités des élèves et des enseignants dans les contextes éducatifs plurilingues. Vous voyez le lien avec l'école d'où je vous parle. Elle s'intéresse aussi beaucoup à l'intégration dans les classes de pratiques de soutien à la lecture et l'écriture à travers des genres multimodaux. Voilà. Par ailleurs, les cadres théoriques qu'elle utilise et dont elle nous parlera ce midi sont des cadres associés à la théorie les théories socio-matérielles, et elle a aussi un intérêt de par aussi ses expériences en Colombie-Britannique, pour l'enseignement en contexte autochtone. Donc, on est très content de pouvoir entendre ce midi Magali, et sans tarder, je lui laisse la parole donc pour à peu près 30 minutes de présentation, puis un moment d'échange ouvert avec vous. Ma collecte de données démarre ici dans la classe de 5e primaire de Madame Kathleen à 1 heure. Donc moi, je vais m'éclipser vers Ok, 12h45. pas de Et je vous problème. remercie en tout cas déjà de votre intérêt pour nos activités au sein du centre. Et ben, sachez aussi que la conférence est enregistrée, donc que si vous souhaitez la réécouter ou la faire entendre à d'autres personnes, ben, vous aurez accès à l'enregistrement via le site. Et merci à Jean-Sébastien d'avoir assuré le soutien technique. Donc à toi, Magali. Merci Olivier, merci Jean-Sébastien, merci à tout le monde, toutes les personnes qui se sont présentées aujourd'hui, un vendredi midi où il y a un si beau soleil à Sherbrooke et je ne sais pas trop pour la météo ailleurs, mais j'apprécie que vous preniez le temps de venir m'écouter puis interagir avec moi aujourd'hui. Donc, c'est un grand plaisir, comme Olivier l'a dit, d'être nouvellement résidente de Sherbrooke et puis professeure dans le département de l'éducation au préscolaire et au primaire à Sherbrooke. Je vais partager ma présentation avec vous. Puis on a fait des tests, donc normalement ça devrait bien fonctionner, espérons-le. Et si Jean-Sébastien, tu pouvais juste me dire si c'est bon. Je vois plus de visage. Je Oui, vois oui, oui, ça juste marche tout mon à fait. écran. Ouais, ok, c'est super. Merci.
Donc voilà le titre de ma présentation qui est Repenser les identités à travers une approche relationnelle et sociomatérielle en didactique des langues. Et je vais donc vous parler un petit peu de mon parcours en doctorat, un doctorat que j'ai fini, que j'ai fait à l'université Simon Fraser, comme Olivier l'a souligné, et que j'ai fini il y a 2 ans maintenant. Et en fait, bien sûr, ben, la réflexion se continue sur beaucoup de lignes de réflexion qui se sont ouvertes dans mon doctorat, comme je vais vous l'expliquer. Je vais commencer par faire une reconnaissance territoriale. C'est une coutume qui est récente, assez récente, on va dire, en contexte de réconciliation, qui est vraiment très, très courante en Colombie-Britannique, dans les événements publics, tant dans les universités que dans les écoles, où les élèves font même des reconnaissances territoriales lors des annonces hebdomadaires, par exemple, mais que je vois peu ici. Puis ça m'interpelle un petit peu et je souhaitais donc commencer ma présentation en mettant une reconnaissance territoriale de l'avant. Par-dessus tout, je veux souligner que c'est une responsabilité qui me tient vraiment à cœur de faire une reconnaissance territoriale. Je pense que ces reconnaissances nous donnent l'opportunité de finalement ben, regarder une carte comme celle qui est présente sur cette diapositive, de se sentir peut-être un petit peu déboussolé en regardant cette carte-là, dans le bon sens, si je puis dire. Le déboussolement, ça va être un fil conducteur aujourd'hui de ma présentation. En nous rappelant en fait que bien avant l'arrivée de celles et ceux que moi je considère, que peut-être vous, vous considérez pour votre part aussi comme nos ancêtres, dans mon cas, les Français, les Espagnols, dans le cas du Canada, les Anglais aussi, mais il y avait des peuples autochtones depuis des milliers d'années qui, avec leur langue et leur culture, vivaient ici et étaient les gardiennes et les gardiens des territoires sur lesquels on se trouve aujourd'hui et auxquels on se réfère sous d'autres noms. Je veux souligner que le colonialisme n'appartient pas au passé, il perdure à travers les frontières et les noms établis par les États-nations que l'on prend pour acquis aujourd'hui. Et je souhaite donc, dans cet ordre d'idées, reconnaître que le campus principal de l'Université de Sherbrooke, où je travaille, est situé sur le territoire ancestral, pardon, de la nation Wabanaki. Et j'ai appris à dire le nom du territoire ancestral grâce à des personnes de la nation Wabanaki, le Indakina. Je le dis peut-être pas très bien, mais je me le suis marqué en écriture phonétique, puis je vais me pratiquer. Donc, il veut dire le territoire, la maison. En anglais, on m'a expliqué que ce serait le homeland. Je veux reconnaître aussi également que j'occupe différents espaces ici qui s'entrecroisent, donc ceux des terres et également ceux des langues qui véhiculent chacune des manières d'être, de savoir, de faire, d'apprendre, d'enseigner, d'enquêter, qui sont fondamentalement uniques. Les langues autochtones partout au Canada sont encore aujourd'hui nettement moins soutenues et visibles que l'anglais ou le français, les langues dites officielles canadiennes et les langues dans lesquelles moi j'ai eu le privilège de conduire mes études doctorales et d'écrire ma thèse en étant à Simon Fraser. C'est une réflexion importante qui est une source de tension pour moi et pour bien d'autres que je continue de vivre dans le contexte qui est le mien et puis dont j'aimerais vous parler plus longuement aujourd'hui, peut-être pendant la période de questions si vous le souhaitez. Et c'est quelque chose que je souhaitais souligner parce que, ben, bien sûr, les langues, c'est mon domaine de prédilection, tant en tant qu'éducatrice qu'enseignante que en tant que chercheuse. Et de plus, ben, on est dans le contexte de la décennie internationale des langues autochtones 2022-2032, telle qu'elle a été déclarée par l'ONU en janvier dernier. Et je me permets de rappeler que cette décennie, elle vise à contribuer à préserver, à revitaliser et à promouvoir les langues autochtones qui sont actuellement confrontées à de graves menaces de disparition partout dans le monde. Donc, pourquoi cette reconnaissance territoriale? Ben, je vous ai mentionné quelques raisons, mais je voulais aussi m'attarder un tout petit peu sur les liens inextricables qui existent, comme de nombreuses personnes autochtones l'expliquent entre identité, langue et territoire, puis ça me permet d'amener doucement la notion d'identité. Dans le guide dont la source est apparue en dessous du diagramme sur la diapo, la reconnaissance territoriale en contexte universitaire québécois dans lequel je suis allée fouiller et qui est disponible en accès sur le site de l'Université de Sherbrooke,
J'ai lu quelque chose sur l'identité qui m'a touchée, qui est venu me rejoindre et je voulais vous en lire quelques extraits. Donc, il est écrit dans ce guide-là que les peuples autochtones entretiennent une relation privilégiée avec leurs terres ancestrales et en font un élément central dans le vécu de leur identité. En effet, en se basant sur une perception holistique de l'environnement, les peuples autochtones considèrent l'esprit et la matière comme étant sur un même pied d'égalité, se percevant ainsi comme partie intégrante du territoire. Cela se manifeste d'ailleurs dans le nom de différentes communautés. Par exemple, on nous donne dans ce guide l'exemple de Abitibi-Winnik, qui est le nom qui désigne les Algonquins de Picogan et qui signifie les gens de la pointe du lac Abitibi, où la communauté se réunissait il y a déjà près de 6000 ans, selon le conseil de la Première Nation Abitibi-Winnik. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres qui illustre la nature du lien qui existe entre l'identité autochtone et le territoire. Et, je cite, comme dans toute relation, rien n'est fixe, ni spatialement, ni temporellement. Les paysages évoluent et le lien au territoire est ainsi continuellement renégocié, individuellement et collectivement. Ainsi, même si le territoire n'est pas la seule composante de leur identité, il faut comprendre l'effet des politiques territoriales coloniales qui, en dépossédant les peuples autochtones de leurs terres, les ont du même coup privés d'une part de leur identité. Chelsea Vowell, qui est auteure et avocate métisse du lac Sainte-Anne en Alberta, nous invite à considérer les reconnaissances territoriales comme des sites de perturbation possibles. En anglais, c'était des sites of potential disruption. C'est moi qui ai traduit la citation, comme beaucoup de citations dans cette présentation, donc c'est vraiment des traductions libres. Varro explique que ces reconnaissances territoriales peuvent être des actes transformateurs qui, dans une certaine mesure, annulent l'effacement ou participent à annuler du moins l'effacement des personnes autochtones. Donc, quelque chose de très important et qui contribue à nourrir ma réflexion sur les identités en lien avec le territoire en particulier. Juste une petite parenthèse avant de continuer, pour souligner le fait qu'à travers cette présentation, je me suis permise d'inclure, comme je le fais dans beaucoup de présentations ces jours-ci, les visages et les noms en entier des personnes que je cite, parce que je pense que c'est une pratique importante qui est à la fois décoloniale et féministe, de montrer en fait que derrière un nom de famille et puis l'initiale du prénom se cache une personne qu'on suppose parfois être très différente de ce qu'elle est. Donc, pour valoriser justement les personnes minorisées, racialiser les femmes qui se trouvent derrière ces noms-là et ou parfois par automatisme, on ne pense pas. C'est une personne qui ressemble à ça. Le plan de ma présentation aujourd'hui est assez simple, donc je vais vous expliquer un petit peu d'où vient cet intérêt chez moi pour la question centrale de l'identité à travers les contextes et les intérêts d'enquête que j'ai développés. Je vous parlerai des trajectoires théoriques qui se sont fait jour dans le cadre de mon parcours de doctorat et qui continuent de se tracer une belle ligne. La sensibilité analytique, comme je m'y réfère, que j'ai essayé de développer, de nourrir, de mettre de l'avant et avec laquelle je continue d'expérimenter. Je partagerai quelques données qui ont brillé pour moi en lien avec l'identité, avec les langues, avec les pratiques de littératie et je finirai par un intermezzo. Je vous invite à remarquer que je présente ici certaines expressions que je n'ai pas lues comme cadre théorique, par exemple, sourature. J'ai choisi intentionnellement d'inscrire sourature dans ma thèse, dans cette présentation, dans d'autres publications, des termes et des expressions qui sont souvent utilisés de manière courante dans le monde de la recherche et que j'ai moi-même utilisées par le passé sans les représenter ainsi. C'est un moyen pour moi que j'emprunte à Marge Sellers, une éducatrice et chercheuse dans le domaine de l'éducation à la petite enfance en Nouvelle-Zélande, qui emprunte elle-même cette pratique à Jacques Derrida, le philosophe français. C'est un moyen, en fait, de signaler une remise en question des concepts auxquels ces termes se réfèrent. Jacques Derrida lui-même a expliqué qu'il utilisait cette façon d'écrire sourature pour souligner le caractère imprécis et insuffisant, des mots et des concepts. J'ai tourné ma boussole à l'envers pour vous présenter quelques-uns des buts. Des buts qui reflètent vraiment des expériences que j'ai vécues en me lançant dans cette carrière académique dès mon doctorat.
en acceptant de me mettre, et c'était pas facile au début, dans une position inconfortable qui requiert que on remette en question des repères qui nous sont familiers au point qu'on les tient pour acquis, qu'on ne voit pas qu'en fait ils n'ont pas besoin d'être les repères auxquels on tient absolument. Ma formation à l'origine, c'est une formation d'enseignante, comme Olivier l'a mentionné. C'est un métier que j'ai exercé jusqu'à l'année dernière pendant plus de 17 ans dans diverses écoles élémentaires et secondaires en France et au Canada, comme Olivier l'a dit, et aussi en Nouvelle-Zélande, avec des enfants de la maternelle, donc jusqu'à des adolescents et des jeunes adultes. Et c'est vraiment ma passion jusqu'au jour d'aujourd'hui et j'espère pouvoir continuer à la nourrir un petit peu tout en devenant professeur maintenant à l'université. Les enfants, les adolescents, les adolescentes que j'ai rencontrés m'ont appris et m'ont rappelé que les relations sont primordiales, qu'elles passent avant tout. Et donc, voici les buts que je vous présente aujourd'hui qui vont nous amener à avoir une approche peut-être un peu plus relationnelle et à être confortable dans l'inconfort de se poser des questions qui n'ont pas toujours des réponses. Donc, je vous propose qu'on se pose des questions qui peuvent troubler de manière courante et peu remises en question sans pour autant les délaisser, de penser les identités des élèves et des enseignants, enseignantes en lien avec les langues et les pratiques de littératie, les espaces et les autres matériels qui font nos quotidiens en tant qu'enseignante et chercheuse. On va aussi essayer, moi c'est ce que j'ai vécu en tout cas, d'élargir notre regard de chercheur, de chercheuse et d'accepter que d'autres manières de faire de la recherche que celles qui nous sont familières existent et sont valides. Un autre but pour moi, c'est de m'ouvrir et je vous invite aussi à des façons de voir le monde qui ne sont pas nécessairement les nôtres et à leur faire une place en les partageant de manière respectueuse avec nos collègues, nos étudiants, nos participantes à nos projets, notre entourage, etc. Et tout ça dans un esprit de nourrir notre philosophie et nos pratiques d'enseignement, d'apprentissage et de recherche. Donc, comme vous le voyez, je vous présente un autre diagramme ici, un peu similaire au premier que j'avais présenté il y a quelques diapos, où il y avait aussi le mot identité. Ce mot identité, je l'ai remis tout en haut du diagramme parce qu'il est très important pour moi et parce qu'il a constitué le fil directeur non seulement de ma maîtrise, mais aussi de mon doctorat. Et il continue à occuper beaucoup de mes pensées aujourd'hui en tant que professeure et que chercheuse. Le fait d'être chercheuse en éducation et d'être, comme je le mentionnais à l'instant, avant tout enseignante, ont fait que les langues, les pratiques et les identités des apprenants, des apprenantes que j'ai eu la chance de côtoyer, que je continue d'avoir la chance de côtoyer, sont très importantes pour moi. Et c'est ça qui a vraiment préparé le terrain d'enquête sur lequel j'ai eu la chance d'évoluer ces dernières années. Et donc, le point de départ de mes intérêts d'enquête était, pour commencer, situé à la croisée de contextes d'enseignement, apprentissage d'apprenants, incluant des apprenants et des apprenantes en langue. Donc, en France, j'ai enseigné l'anglais en milieu majoritaire français. En Colombie-Britannique, j'ai changé, je me suis mise à enseigner le français en français, en milieu minoritaire francophone. Et puis là, je reviens à un contexte dans lequel je suis en milieu majoritaire francophone, où je prends avec moi les expériences que j'ai vécues auparavant en France, en Nouvelle-Zélande, en Colombie-Britannique, de la richesse des pratiques, des répertoires plurilingues de nos élèves, des enseignants et des enseignantes aussi avec lesquels on œuvre. De l'importance de considérer et d'inclure ces langues qui font partie de leur répertoire lors des pratiques de littératie et de numératie multimodale dans lesquelles on s'engage dans une salle de classe. Et quelque chose qui a été vraiment présent, moi, dans mon parcours de doctorat, surtout, ça a été plus spécifiquement un intérêt pour la création d'histoires en plusieurs langues, des histoires plurilingues, multimodales et numériques, avec un bel outil numérique, une belle plateforme, ScriptJab, que Diane Dagenet, ma directrice de thèse, avait créée en 2014 avec sa collègue Kéline Touhi, et qui n'existe malheureusement plus en tant que site Internet et application aujourd'hui, mais que ma collègue Geneviève Brisson, ici présente, et moi-même, espérons bien faire revivre un jour. Donc, ça fait partie aussi de l'écologie de recherche, cet outil-là, ScriptJab, avec lequel on pense. On continue de penser dans nos projets de recherche. Et ma question d'enquête que j'ai
à laquelle je suis arrivée, non pas au début, mais au milieu, et même, je dirais, pour être honnête, vers le dernier tiers dans cet état-ci de mon enquête doctorale, ben, c'était la suivante. Et elle continue de me nourrir aujourd'hui et de m'orienter. Comment est-ce que les théories issues du post-humanisme, du nouveau matérialisme et de la philosophie de l'euso-guattarienne, auxquelles on peut se référer sous le terme parapluie de théorie socio-matérielle, je vous en reparlerai dans quelques minutes, peuvent nous aider à repenser la notion d'identité d'une manière différente dans divers contextes d'enseignement et d'apprentissage marqués par des pratiques plurilingues et par des pratiques de littératie et de numératie multimodale. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose, peut-être que vous pouvez l'anticiper, qui est venu chambouler beaucoup de choses que je prenais pour acquises en tant qu'enseignante et en tant que chercheuse. Et il y a deux axes, je dirais, principaux sur lesquels je vais vous amener aujourd'hui, qui ont été remis en question pour moi. D'une part, la notion d'identité, donc qui est centrale dans cette question, telle qu'elle est comprise au sein d'une perspective humaniste eurocentriste qui privilégie un certain type d'être humain et le positionne comme exceptionnel et hiérarchiquement supérieur à d'autres êtres humains, humaines et plus qu'humains, plus qu'humaines. Donc ça, c'était une première remise en question. Et une autre remise en question, ça a été une remise en question de la manière largement conventionnelle et incontestée dont la recherche scientifique est envisagée, définie et menée dans bien des institutions académiques occidentales, dont les nôtres, et qui exclut d'autres façons de voir le monde, de concevoir le monde, d'en faire partie et de se poser des questions à son sujet. Et c'est autour de ces idées que mon travail de professeur et de chercheuse à l'Université de Sherbrooke continue de s'articuler aujourd'hui. Alors, les théories et les perspectives qui ont été citées dans ma question d'enquête que je viens de vous présenter m'ont amené vraiment à élargir la perspective initiale que j'avais de l'identité, des identités, dans ces contextes et à remettre certaines choses en question. Et je veux donc commencer par partager quelques points de nouveaux repères, d'anciens repères à ce sujet. Avec l'expression trajectoire théorique plutôt que cadre théorique, je souhaite mettre l'accent sur le dynamisme de ces théories, sur leur capacité à me pousser dans des directions que je n'aurais pas pu anticiper. Je vous les présente donc ici par le biais de la figure du rhizome. Littéralement, le rhizome, c'est une tige souterraine, une plante souterraine dont les racines et les pousses croissent à l'horizontale de façon irrégulière et imprévisible, comme celui que vous pouvez voir sur cette diapo. Et c'est également une figure centrale, comme plusieurs d'entre vous le savent déjà, de la pensée de Gilles Deleuze et de Félix Guattari, deux philosophes français, qui expliquent qu'un rhizome, selon eux, et je les cite, ça ne commence et n'aboutit pas. C'est toujours au milieu, entre les choses, interêtre, intermédiaux. C'est donc en œuvrant au milieu de certaines théories, de l'enchevêtrement de ces théories, que je mène mes projets de recherche, tant celui du doctorat que ceux dans lesquels je suis présentement impliquée. Alors, les théories socioculturelles et post-structurelles, elles ont joué un rôle très important afin de m'aider à saisir l'importance des différentes facettes des identités des apprenants, des apprenantes, des participants et participantes humaines qui se trouvaient dans les contextes d'enseignement, d'apprentissage dans lesquels j'évoluais. Et je tiens à souligner encore une fois que je ne renie pas ces théories-là, qu'il s'agit vraiment d'un élargissement de mon regard théorique plus que d'un grand tournant qui les laisserait en arrière. Cela dit, dès le début de mon doctorat, d'autres théories ont attiré mon attention, et ce sont les théories dites socio-matérielles dont je vous parlais. Et Diane Dagenet, justement, nous explique que les théories socio-matérielles, elles regroupent, comme je vous le disais, les théories du nouveau matérialisme, du post-humanisme et de la philosophie de l'euso-guattarienne. Et ces théories-là, elles ont eu un très grand impact sur ma réflexion parce qu'elles ont attiré mon attention sur le fait que les théories socioculturelles et post-structurelles perpétue en un sens une perception anthropocentrique des identités qui se forment dans des écologies d'enseignement et d'apprentissage. Une perspective, donc, on pourrait dire, qui est essentiellement centrée sur l'humain, l'humaine, en reléguant le monde matériel, donc les non-humains, à une toile de fond sur laquelle se jouent les événements sociaux et culturels auxquels participent en premier lieu les êtres humains. Quelque chose de moindre, quelque chose de moins important. Une autre trajectoire théorique a fait sa place et a fini par jouer un rôle essentiel dans mon parcours de chercheuse, et c'est celle des perspectives autochtones. Un article écrit par Zoé Todd, une anthropologue de l'université Carleton qui est métisse,
datant de 2016, m'a interpellée dans la réflexion que je développais en m'appuyant sur les théories sociomatérielles. Elle écrit que, et là je l'ai en anglais, When we cite European thinkers who discuss the more than human, les plus qu'humains, but do not discuss their indigenous contemporaries who are writing on the exact same topics, we perpetuate the white supremacy of the academy. Les idées de Todd, ainsi que celles d'autres chercheurs et chercheuses par la suite, m'ont permis de me rendre compte de mes biais et de mes privilèges, de ce que je ne connaissais pas au sujet de nombreuses perspectives autochtones qui, depuis des temps immémoriaux, comme le disent souvent les autrices et auteurs autochtones, mettent de l'avant l'importance de nos relations, de toutes nos relations avec les autres humains, les plus qu'humains avec qui nous existons et nous agissons. Pour plonger un peu plus dans ce que les théories sociomatérielles et les perspectives autochtones ont bouleversé chez moi, je vous présente ici différents dualismes. On a du mal à les voir, ces dualismes, puis c'est des dualismes qui sont vraiment fondateurs dans la pensée occidentale, hérités de la philosophie cartésienne. Ils sont intrinsèquement liés à notre vision du monde et ils sont sous-jacents à notre langage. Ils influencent nos faits et gestes, souvent sans qu'on s'en rende compte. Et il nous impose une vision du monde hiérarchisée et anthropocentrique qui apparaît dans la pyramide de ce diagramme, qui n'est pas celle dans laquelle on grandit et continue de vivre de nombreuses personnes, souvent minorisées, et dont les voix et les idées sont souvent ignorées ou mises de côté, que ce soit de manière intentionnelle ou non. Et donc à cette vision, une vision qui a pris de plus en plus de place dans ma recherche et dans ma perception du monde, c'est cette vision cosmocentrique qui est si inhérente aux perspectives autochtones notamment. Donc, au début de ma présentation, je vous ai indiqué que mon parcours en tant que chercheuse en formation, si je puis dire, au doctorat, m'a permis de remettre deux grandes choses en question. La première, c'est la recherche telle qu'on l'entend au sens commun du terme, telle qu'on la met en œuvre sans y réfléchir de manière critique. Une première remise en question, pour moi, ça a été, comme je vous l'ai expliqué, celle d'un terme, du terme général de recherche versus le terme enquête. Une des pistes qui m'a menée à remettre en question ce terme et tout ce qui recouvre de recherche, ça a été le travail de Linda Tuhiwai-Smith, qui est une chercheuse maori et une professeure à l'université de Waikato en Nouvelle-Zélande. Elle écrit que, et encore une fois, c'est une traduction libre, du point de vue de la personne colonisée, le terme recherche est inextricablement lié à l'impérialisme européen et au colonialisme. Le mot lui-même, recherche, est probablement l'un des mots les plus sales. En anglais, c'est one of the dirtiest words du vocabulaire du monde autochtone. La façon dont la recherche scientifique est impliquée dans les pires excès du colonialisme reste un souvenir puissant et négatif, bien sûr, de l'histoire pour de nombreux peuples colonisés à travers le monde. C'est une histoire qui heurte encore le sens le plus profond de notre humanité. Cela nous afflige que des pratiques datant du siècle dernier et des siècles précédents soient encore utilisées pour nier la validité des revendications des peuples autochtones en matière d'existence, de terre, de territoire, de droit à l'autodétermination, de survie de nos langues et de nos formes de connaissances culturelles, de nos ressources naturelles et de nos systèmes de vie ancrés dans nos territoires. Après m'être familiarisée avec les travaux de Linda Tuhiwai-Smith et d'autres personnes autochtones, je me suis rendu compte qu'il était très difficile pour moi et en fait plus possible du tout de m'inscrire sous le paradigme de la recherche qualitative, conventionnelle, telle que j'avais appris à la connaître. Puis je me suis mise à remettre en question les étymologies, à penser aux définitions de ces deux termes-là. Les mots qu'on utilise pour définir nos façons d'apprendre et d'enseigner ainsi que nos façons de faire sont importants. Ils méritent que l'on prenne le temps de les considérer dans toute leur ampleur. Ces mots peuvent faire du mal, comme Linda Tuhiwai-Smith l'a généreusement souligné, mais ils peuvent aussi faire preuve de respect. Donc, le mot d'enquête qui se trouve sur la partie droite de la diapositive suggère pour moi une vision du monde et un rapport au monde qui se construisent en lien avec un esprit curieux et ouvert. Une des définitions, c'est que c'est l'acte de s'informer avec soin et curiosité de quelque chose. Vicky Kelly, une chercheuse Anishinaabe et métisse avec laquelle j'ai eu le grand plaisir et l'honneur de travailler il y a 2 ans lorsqu'elle était ma mentor, souligne également qu'en anglais, le mot inquiry commence par in et nous situe ainsi au beau milieu de notre quête, pas à distance, pas à l'extérieur. On a les 2 pieds, les 2 mains dedans, si je puis dire, puis les 2 loupes devant les yeux comme le petit enfant qui est en haut.
En revanche, lorsque l'on écrit ou l'on dit qu'on est à la recherche de quelque chose, donc ce qui est présenté sur la gauche de l'écran, cela implique qu'on cherche quelque chose de spécifique, un peu comme avec des œillères sur l'image du cheval qui emporte. Quelque chose, une idée si vague soit-elle, on a une idée de ce qu'on s'attend à trouver. Et cet état d'esprit, pour moi, exclut certains éléments, certaines connaissances, certaines formes de savoir et d'agir qu'on laissera de côté ou qu'on ignorera s'ils ne correspondent pas à ce que l'on recherche. C'est ce qu'on fait par exemple lorsqu'on code les données qu'on recueille en les organisant par thème, en catégories prédéfinies. Et puis les données qui ne correspondent pas aux dites catégories, si elles ne sont pas codées en assez grand nombre, tombent souvent dans l'oubli ou dans l'ignorance. Catherine Walsh, qui est une chercheuse et une professeure en Équateur, nous exhorte à nous engager dans un processus décolonial et pose cette question qui me semble rejoint bien la remise en question de ce que peut être et de ce qu'est majoritairement la recherche scientifique. How do we begin to crack the colonial matrix of power that exists in universities and create, moi j'ai rajouté open to, other ways of thinking, sensing, being, knowing, doing, researching, inquiring that are interconnected. Puis pour répondre à cette question, en partie pour ma part, je vous présente quelques pistes de réponse possibles que j'ai suivies, que je continue à suivre 2 ans après la fin de mon doctorat, en m'interrogeant sur divers aspects, encore une fois tenus pour acquis, en tout cas dans mon expérience de la recherche et en les remettant en question. Face aux nombreux défis méthodologiques que j'ai rencontrés dans mon parcours et que je continue de rencontrer, je me réfère explicitement à et mets en pratique ce qu'Elisabeth Saint-Pierre, professeure et chercheuse dans le domaine de l'éducation à l'Université de Géorgie, définit comme enquête post-qualitative. C'est une façon de mener une enquête qui est plus en accord, selon moi, avec le désordre qui caractérise tout le processus, toute l'expérience d'un projet de recherche, et qui est donc plus ouverte, il me semble, à l'inconnu, plus curieuse, plus respectueuse des possibilités inattendues qui font partie d'une expérience d'enquête. Donc, j'ai fait le choix et je continue à faire le choix de mettre en pratique une approche différente qui n'est pas une approche d'analyse traditionnelle, conventionnelle, une approche qu'Alessia Jackson et Lisa Mazzei ont nommée et ont proposée, ont articulée sous le terme Thinking with Theory, penser avec les théories. En pratique, penser avec les théories consiste, comme elle l'explique, en empruntant cette idée à Deleuze et à Guattari, à brancher des concepts avec des extraits d'entrevues, de conversations avec des collègues, des descriptions écrites dans des notes de terrain, des textes théoriques, des extraits de journaux, des idées présentées ou discutées lors de conférences, lors de cours, etc. Bref, de multiples et interminables réseaux de relations dont nous faisons partie en tout temps. Donc, plutôt que d'appliquer un concept prédéterminé et choisi à l'avance un extrait de données et d'interpréter les données en fonction de ce concept, cette dynamique propose d'adopter une approche spéculative en se demandant ce que pourrait produire un concept en étant branché avec quelque chose d'autre. Comme Candace Kubi, qui est une pionnière dans les théories post-humanistes dans le champ des pratiques de littératie, et ses collègues l'argumentent, Our cuts have been too small. Et ce qu'elles veulent dire par là, c'est que notre regard, notre oui, nos sens de chercheurs et de chercheuses en général ont été entraînés à voir, à entendre certains éléments plus que d'autres. Dans le domaine de la recherche en éducation, et plus particulièrement de l'enseignement-apprentissage des langues, des pratiques de littératie, ça signifie qu'on accorde beaucoup d'importance, et donc un rôle essentiel, à ce que les humains et les humaines qui participent à nos projets disent et font. Et en nous concentrant exclusivement sur ce qui relève de la gestuelle et du discursif, ben, on ignore inévitablement, de manière intentionnelle ou non, d'autres informations, d'autres perspectives qui sont importantes. Prendre conscience de ce biais, ça m'a poussé à élargir ma perception de chercheuse afin de prêter attention au rôle important que jouent les plus qu'humains dans la production langagière et dans les pratiques de littératie. Et c'est donc en adoptant une sensibilité analytique différente et une approche spéculative que je me suis mise à considérer les identités d'une manière différente à travers les relations qui les constituent. Donc, j'aimerais bien vous donner quelques exemples de ça ici. Je veux aussi vous signaler donc le fait d'adopter une sensibilité analytique, ben, c'est venu remettre en question d'autres choses au niveau de ce qu'on appelle les méthodes de recherche, bien sûr, et notamment au niveau des données.
Donc, les données, qu'il s'agisse de notes de terrain, d'extraits d'entrevues ou de conversations menées avec les participants, participantes, de réponses données dans le cadre d'un sondage ou autre, sont souvent considérées comme une espèce de masse insuffisante, pardon, inerte et passive, en attente d'être informée, calibrée par notre acuité analytique ou nos systèmes de codage, comme Maggie McClure, une chercheuse et professeure en éducation au Royaume-Uni, le signale dans cette diapositive. Elle nous propose donc de reconnaître que les données ont leur façon de se rendre intelligibles pour nous et qu'on peut constater ça, ou plutôt le ressentir, quand on devient particulièrement intéressé par une donnée. À ces occasions, comme le souligne la chercheuse, la capacité d'agir semble être distribuée et inattribuable, comme si nous avions choisi quelque chose qui nous avait choisi. Et pour elle, cela revient à dire que les données brillent. C'est une image et une conceptualisation des données qui m'a beaucoup marquée, au même titre que la conceptualisation que Margaret Kovacs, qui est professeure et chercheuse en éducation autochtone d'origine Nehiyaw et Saulteaux, nous propose. Elle nous invite à remarquer l'étymologie du mot donner, datos en espagnol, data en anglais, qui finalement viennent du latin datum et qui pointent du doigt le fait que les données, ce sont des cadeaux, des dons, presentes, gifts. Donc, elle souligne dans cette citation que les données sont plus que des objets, que ce sont des connexions vivantes animées par un échange d'histoire. Puis donc, dans un article publié en 2021 qui se trouve dans ma thèse de doctorat, ça m'a permis de concevoir la notion d'identité autrement, cette approche-là, cette approche post-qualitative et cette idée de considérer les données comme des dons, des cadeaux. Et je vais finir avec cet exemple-là en partageant quelques bribes d'histoire à ce sujet. Donc, dans ce manuscrit, j'ai choisi de me concentrer sur le rôle actif que jouent les participantes, plus qu'humaines et humaines, qui participent à ce que j'ai appelé des agencements socio-matériels ou des agencements identitaires. On en avait aussi parlé avec Geneviève et d'autres collègues lors d'une présentation comme des identités qui s'agencent, en branchant le concept de l'oiseau guattarien d'agencement que je vous invite à explorer avec les moments qui ont attiré mon attention. En fait, ça m'a amené à me concentrer sur les relations qui se tissent à travers le processus de création d'histoires plurilingues et multimodales dans lequel s'étaient lancés les deux jeunes élèves qui sont sur ces diapositives-là, avec ScriptJab aussi, comme vous pouvez le voir sur leur tablette. Et il y avait d'autres participants qui sont devenus très importants, comme les deux objets anti-stress qui sont présents sur les deux photos, un en forme d'ours et l'autre en forme de demi-citron. Ils sont tous les deux devenus des personnages dans l'histoire, qui sont devenus vraiment les personnages principaux de l'histoire. Ils étaient au centre de la conversation dans laquelle je me suis engagée avec les deux apprenantes. Et ça m'a permis de voir le processus de création d'histoire, mais également le processus de construction identitaire autrement, non pas comme dirigé par des êtres humains, mais comme émergent et donnant lieu à des identités qui s'agencent, à des identités, je cite une petite partie de l'article, qui se font et se défont au fil de la performance orchestrée par toutes les entités qui y participent, à différentes échelles. Les doigts des élèves qui sont en train de tapoter les écrans, les yeux, les objets anti-stress, les langues, le couloir, le bruit qui était présent dans ce couloir-là, la caméra, moi-même, etc. Donc, l'importance vraiment de penser avec les théories, les concepts dont je viens de vous parler, ça m'a poussé à repenser la construction identitaire d'une manière relationnelle et non anthropocentrique. Et je souhaite à nouveau souligner combien je dois aux perspectives autochtones en particulier pour cette vision du monde et cette perspective différente de celle dans laquelle moi j'ai grandi et été éduquée. Envisager les identités qui se forment dans une écologie d'enseignement et d'apprentissage des langues et des pratiques de littératie telles que la salle de classe, en mettant de l'avant les relations qui unissent les participants et participantes humains et plus qu'humains à une telle écologie, m'a ainsi permis de proposer quelques pistes de réponse à la question d'enquête que je me suis posée durant mon doctorat et que je continue de me poser aujourd'hui. Ça m'a permis d'articuler une approche relationnelle, une approche d'enquête, intégrant langue, humain, humaine, pratique de littératie, plus qu'humain, plus qu'humaine, espace et autres matérialités. Je pense sincèrement que ce changement de perspective a le potentiel d'implication importante pour la didactique des langues, la didactique du français dans laquelle j'œuvre à présent en contexte québécois, et pour les approches pédagogiques en salle de classe. Et je vous laisse sur cet intermezzo
un terme du vocabulaire de l'ozo-guattarien et une manière de terminer ma présentation que j'emprunte à Francis Bangou, Monica Waterhouse et Douglas Fleming qui ont fini au milieu leur livre, leur ouvrage ainsi. Donc, cette idée qu'on finit jamais quelque chose, vous rappelez la figure du rhizome, on reste au milieu on entre à la fin par une des pousses du rhizome. C'est comme ça que j'ai fini ma thèse aussi. Je pense que c'est important de bâtir et d'entretenir notre capacité à rester au milieu de nos interrogations, même si c'est difficile parfois. Donc, Jesse Wente, un auteur Ojibwe, souligne avec courage et réalisme que dans les États-nations coloniaux où la suprématie blanche est au cœur du système, seules les personnes blanches peuvent se détacher de la politique à volonté, décider de ne pas être affectées par les événements et voir leurs souhaits se réaliser. En tant moi-même qu'éducatrice blanche qui souhaite contribuer à l'effort de réconciliation et de décolonisation, je me demande ainsi dans quelle mesure la notion d'agencement identitaire nous permet de recontextualiser et de repolitiser les identités en contexte scolaire colonisé, colonisant. Qu'est-ce que cela pourrait produire, par exemple, si on prenait en compte toutes les matérialités qui jouent un rôle dans notre salle de classe, dans nos pratiques pédagogiques, et qu'on cessait de présenter ces pratiques d'une manière neutre, comme si elles faisaient seulement partie de ces choses que l'on fait, que l'on répète, parce qu'on les a nous-mêmes vécues en tant qu'élèves à un moment donné, sans les remettre en question. Je joins aussi ma voix pour terminer à celle de Karen Morris, prof en éducation à la petite enfance en Finlande, qui déplore la vision déficitaire des enfants qui demeure au cœur des recherches et des pratiques éducatives occidentales dominantes. Elle explique que la notion aristotélicienne de télos, de progrès, qui amène l'enfant considéré un peu comme un petit animal sauvage, à l'adulte, l'humain, dans sa version finale, est un antécédent à la fois historique et conceptuel de l'idée de civilisation européenne occidentale qui a donné lieu aux croyances fondamentales en une évolution humaine marquée par la maturation et le progrès, allant d'un état d'ignorance culturelle à un état intellectuel éclairé. Je n'ai pas besoin de vous souligner qu'il y a encore un gros dualisme caché, pas de temps caché là-dedans, mais qui est là. Et moi, ça me fait me demander quelles pourraient être les implications d'une reconnaissance du colonialisme qui perdure dans nos systèmes scolaires pour nos pratiques pédagogiques, pour les changer, nos pratiques pédagogiques, nos formes d'être, agir et d'enseigner, apprendre, évaluer. Si on pointait du doigt certaines pratiques, comme par exemple celle d'évaluation chiffrée ou lettrée, qui perdurent dans de nombreux contextes scolaires, dont le contexte québécois par exemple, et leurs effets sur les enfants, leur perception d'eux et d'elles-mêmes, leurs identités, en reconnaissant que ces pratiques proviennent et continuent de nourrir la machine coloniale, que se passerait-il? Pour conclure, je dirais que l'ouverture aux langues et aux cultures qui font partie des répertoires des élèves et de leurs familles et toute la matérialité qu'elles apportent avec elles dans la salle de classe, c'est une belle porte d'entrée pour considérer d'une autre manière les compétences et les identités qui se forment dans nos classes de manière relationnelle en tout temps. Je vous remercie pour votre écoute.